On va maintenant s'intéresser à notre première sous-thématique, du coup la gestion des données, avec tout d'abord Monsieur Grégory Carlin, du coup qui va également voilà, nous présenter sa présentation. Donc, je vous laisse la parole, Monsieur Carlin. Super, merci beaucoup et merci pour la journée. Donc, je vais faire un petit retour sur une présentation que j'avais effectuée il y a quelques années. Donc, je suis Grégory Carlin, je travaille dans la société Nuxeo, qui est une plateforme de gestion de contenu. Donc, on fait de la gestion électronique de documents, d'où ma présence à ce webinaire. Et donc, je travaille dans l'équipe produit et je suis intervenant donc, pour le master. Donc, on va faire un petit retour vers le futur. On va se rappeler ce que j'avais dit il y a quelques temps. Donc, il y a pas mal de temps, in fine, parce que j'ai regardé la date, c'était en 2013. Donc, j'étais très jeune consultant à ce moment-là. Maintenant, je suis toujours jeune, j'espère. Mais avec un petit peu plus d'expérience et un peu plus de retour sur ce que j'avais pu raconter ce jour-là. Donc, j'ai regardé justement ma vidéo et j'ai trouvé ça intéressant justement de revoir si ce qu'on pouvait raconter à cette période-là est toujours valable. Donc, je parlais lors de cet événement d'importants flux de données, de gros flux de données qui arrivaient au niveau des entreprises. Donc ça, c'est toujours d'actualité et encore plus d'actualité. Donc, pour vous donner des métriques, nous, en tant que société Nuxeo, on doit faire des benchmarks avec 11 milliards de documents. Donc, et les documents, ce sont des PDF, ce sont des images, ce sont tout type de contenu que vous pouvez croiser. Et c'est vraiment les volumétries qu'on retrouve en entreprise. Donc, évidemment, toutes ne dépassent pas le milliard de documents. Mais vu la numérisation des entreprises, on arrive à des volumes de données qui commencent à être très importants. Donc, à l'heure actuelle, il faut savoir gérer cette multiplicité et ces différents types de documents. Je commençais à évoquer aussi en 2013 la naissance du cloud et de l'infrastructure cloud. Donc, à ce moment-là, c'était l'utilisation des Google Drive, des Dropbox, des Box. Et nous, en tant que Nuxeo, donc évidemment, c'était un logiciel que l'on installait sur des serveurs. Et quand j'ai rejoint Nuxeo en 2016, c'était avoir une infrastructure cloud, donc une offre cloud, c'était un nice to have. C'est-à-dire si on l'avait, c'était bien. Sans l'avoir, c'était pas un problème. Maintenant, en 2020, c'est un must-have. C'est-à-dire que vraiment, il faut pouvoir offrir à nos clients cette partie du cloud. Pourquoi? Déjà du point précédent, et les entreprises ont beaucoup de données et ça devient compliqué à gérer, voilà, en termes de serveurs, en termes de maintenance. Donc, il faut vraiment pouvoir proposer du cloud, il faut proposer du service qui soit tout le temps joignable. Et surtout, il y a toutes les contraintes que l'on peut avoir du travail avec des personnes qui sont externes à votre entreprise. Maintenant, plus aucune entreprise est isolée au niveau de leur système d'information, ou celles qui le sont, pendant le Covid, elles ont dû beaucoup souffrir, parce que justement, elles devaient communiquer et plus se voir. Donc, il faut proposer des mécanismes de collaboration, d'échange de documents, qui soient assez simples et ouverts à tous. Donc, le cloud répond aussi à cette problématique. Donc, le cloud, maintenant, je pense que je ne vais rien dire de nouveau, ça devient vraiment incontournable en 2020. Je parlais également de multiplication des dépôts documentaires. Dans une société, on peut avoir l'équipe RH qui gère les CV dans une base RH, on peut avoir l'équipe finance qui stocke l'ensemble des données de facturation, par exemple, dans une autre base documentaire. Donc, en fait, ça se multiplie, ça se multiplie. Donc, ça, c'est ce qu'on constatait en 2013. Et ça, c'est encore plus vrai en 2020. On a mené, nous, en tant que Nuxeo, avec une autre société, un audit auprès des services financiers britanniques en 2020. Et on arrivait à une moyenne de 50 bases documentaires différentes. Donc, ça, c'est toujours autant d'actualité. Les dépôts documentaires et la donnée résident dans plusieurs répertoires et plusieurs sources différentes. Donc, il faut vraiment s'atteler à pouvoir unifier l'accès à cette information le plus possible. On évoquait également donc la partie liée au mode déconnecté, donc pouvoir accéder à l'information n'importe quand, sur n'importe où, sur n'importe quel support, en mobile ou avec un ordinateur sur tout type de support. Donc ça, évidemment, c'est d'actualité.
l'importance du support mobile, on a pu démontrer. Maintenant, ça devient quelque chose de tout à fait standard d'avoir nos clients. Si, par exemple, ils sont sur de la donnée technique, d'avoir des tablettes, d'aller directement sur les lieux, sur les sites, prendre des photos avec ces supports, travailler en mode déconnecté, parce que peut-être qu'ils se situent à un endroit avec très peu de connectivité, pouvoir résumer des transferts de documents. Évidemment, par exemple, quand on prend le train ou quand on prend l'avion, on doit pouvoir gérer également ce mode déconnecté. Donc ça, c'est une vraie réalité et c'est des contraintes actuelles. Et le dernier point, c'était, je parlais de paramétrage. Euh, donc, il y a un réel besoin des entreprises, encore plus aujourd'hui, de pouvoir délivrer très rapidement aux utilisateurs des applications de gestion de contenu de manière rapide. Euh, donc ça, c'est un paradigme qui commence à émerger en 2013 et qui est maintenant une vraie réalité et qui devient assez à la mode. C'est ce qu'on appelle le low-code. Donc le low-code, ce sont des espaces de studio de configuration qui vous permettent de répondre à un besoin métier juste avec du paramétrage, avec des clics. Donc, Nuxeo, à ce moment-là, était axé sur cette partie-là, ça ne s'appelait pas encore du low-code. Et là, maintenant, vous verrez, si vous faites des recherches sur des solutions de type de gestion de contenu ou n'importe quelle solution, par exemple des solutions de modélisation de workflow, vous verrez que c'est très, très simple de pouvoir créer un workflow de manière autonome avec un minimum de formation. Donc, on a le low-code qui permet de pouvoir construire des applications, mais de donner la main sur des aspects qui sont plus techniques. Et on a quelque chose qui est apparu très récemment qui s'appelle le no-code, c'est-à-dire on ne fait aucun développement spécifique, on utilise vraiment les briques qui sont présentes au sein du produit. Donc évidemment, on peut peut-être être plus rapide sur la création d'applications, mais après, on n'est pas sûr de répondre à 100% au périmètre d'exigence. Donc en résumé, si je regarde ce qu'on pouvait raconter en 2013 et ce qu'on a en 2020, on voit que finalement, on reste sur les mêmes problématiques et que ces problématiques se sont plutôt accentuées. Ce qu'on constate aussi, entre 2013 et 2020, on a un changement de termes et de terminologie. Donc, en 2013, il y avait un terme qui était très, très à la mode, ça s'appelait l'ECM, pour Enterprise Content Management, qui permettait de gérer l'ensemble du cycle de vie d'un document, donc depuis son acquisition, donc par exemple depuis des équipements de numérisation, jusqu'à la fin de vie. Donc, ça peut être une fin de vie, ça peut être une publication sur un portail externe ou ça peut être de l'archivage. Donc ça, c'était la terminologie qui était reconnue, qu'utilisaient les analystes. Et il y a 2-3 ans, ça a changé. On parle très peu de CM. On parle beaucoup plus maintenant de plateforme de gestion de contenu. Alors ça, c'est très, très important parce que maintenant, on prend conscience que tout ce qui va nous permettre de gérer du document, de la donnée, de l'information, c'est une plateforme. C'est-à-dire une plateforme doit pouvoir répondre à plusieurs types de services différents, plusieurs usages différents, sans que nécessairement on aille piocher dans un seul et même endroit. On n'aura pas un silo. Une plateforme est faite pour être ouverte, pour être accessible à plusieurs personnes. Donc ça, ce paradigme, il est très, très important. Donc Nuxeo se positionne comme une plateforme de gestion de contenu. On fournit des services de gestion de contenu, donc des services de versionning, des services de catalogage, de classification de documents, de sécurité. Et on s'oriente beaucoup, beaucoup plus sur ce genre d'usage. J'utilise les services dont j'ai besoin au sein de mon application qui est propre. Donc, je voulais vous illustrer un petit peu ce genre de plateforme via une petite vidéo. Donc, c'est une démonstration que l'on a construite qui illustre en fait comment utiliser Nuxeo dans le secteur banque-assurance. Donc, comment utiliser Nuxeo qui gère du contenu et voir quelle est l'importance d'avoir ce genre de plateforme. Donc, ce genre de plateforme signifie également que l'on s'adresse à une intégralité de contenu, qu'on ne se limite pas à faire que du PDF, que du document RH. On doit s'adapter à tout type de contenu, que ce soit de l'image, que ce soit du son, de la vidéo, du fichier Office et tout type de format, de la documentation technique. Ça, c'est une vraie contrainte. Donc là, je vous montre très rapidement comment utiliser Nuxeo dans ce genre de scénario et voir justement, ça va faire appel à mon premier slide. Donc là, j'utilise Nuxeo, gestion de sinistre d'assurance. J'ai un accident, je veux déclarer un sinistre. Donc vous voyez déjà, première des choses, j'ai un support mobile, parce que quand j'ai un accident, en général, je ne suis pas avec mon ordinateur, je suis avec un support mobile. Je prends des photos et je veux pouvoir les déposer très rapidement et très simplement
au sein, l'envoyer directement à mon assurance. Donc là, c'est une application Nuxeo, évidemment, on mettra du branding pour qui soit adapté à la société. Et vous voyez, je prends la photo, je prends mon accident photo et automatiquement, derrière, j'ai pris les plaques d'immatriculation. On automatise pas mal de choses. On automatise la création de dossiers automatiquement. J'ai juste envoyé une photo, mais pour autant, je crée un nouveau type d'objet qui est le dossier, donc le dossier de déclaration de sinistre. Et ce qui est important, c'est ce que vous voyez ici. C'est que là, j'ai créé une demande de sinistre, donc ça, c'est l'interface Nuxeo. Vous voyez qu'on n'a pas une interface classique avec une liste de documents. Ce qui est important, c'est le côté plateforme. Je rassemble l'ensemble de mes documents, l'ensemble de mes informations au sein d'une même vue. Donc ici, j'ai envoyé une photo qui est pour un sinistre, mais pour autant, en termes d'objets et de concepts, je dois en rappeler plusieurs. Je dois rappeler les informations liées à ma demande de sinistre, donc qui est sur la gauche. Vous voyez que là, j'ai récupéré la photo de la plaque d'immatriculation que j'ai prise. Je dois récupérer dans un autre système tout ce qui est la police d'assurance auquel j'ai souscrit pour savoir comment je peux me contacter. Est-ce que ma police d'assurance permet de répondre au sinistre que j'ai rencontré? Et si vous voyez qu'on peut lancer simplement des workflows, donc ça, c'est faire interagir des personnes pour améliorer, pour traiter une demande. Et là, ce qui est intéressant, c'est que vous voyez qu'on mixe du document, de l'image, de la vidéo pour pouvoir traiter le dossier qui va suivre son fil de bout en bout. Donc ça, c'était une petite démonstration très, très rapide en quelques interfaces. Si je reviens à ma présentation, donc, première des choses à retenir, c'est vraiment cette vision plateforme de gestion de contenu. Deuxième chose que je voulais aborder avec vous, donc en termes de messages clés, ça va vraiment être l'essor de l'intelligence artificielle au sein des plateformes de gestion de contenu. Donc, ce qu'ont besoin les entreprises, c'est d'avoir donc l'intelligence artificielle, c'est très, très à la mode, on en entend beaucoup parler, mais ce qui compte réellement, c'est de pouvoir proposer une intelligence artificielle qui soit utile pour les personnes et pour leur métier. Donc ça, c'est les travaux actuels qui sont menés. Donc une intelligence artificielle qui comprend le business des entreprises. Donc ça veut dire que c'est l'intelligence artificielle qui est spécialisée pour les besoins qui me sont propres. Ça, c'est un point important. Ce n'est pas des besoins génériques dont j'ai besoin. C'est vraiment lié à si je suis constructeur automobile et que je m'appelle Renault, si je prends une photo de voiture, je veux savoir la marque de la voiture, quelle année, quelle collection, le numéro de série et tout ce qui va avec. Donc, c'est ça qui m'intéresse. Ce n'est pas de savoir que c'est une voiture avec 4 roues. Ça ne m'apporte aucune valeur. Deuxième point, c'est de ne pas avoir besoin d'experts de machine learning. Donc, l'intelligence artificielle, techniquement parlant, c'est très, très élaboré, très, très compliqué. Et justement, tous les éditeurs comme Nuxeo qui utilisent l'intelligence artificielle font en sorte de pouvoir créer ces modèles de manière très simple pour les gens. Donc, sans avoir à faire appel à ce genre de profil très avancé pour pouvoir créer des modèles de prédiction. Et enfin, prédire des choses qui soient auditables et compréhensibles pour les gens, pour savoir si l'intelligence artificielle qu'on utilise, si elle est pertinente ou pas. Là, je voulais vous faire une petite comparaison entre ce qu'on peut avoir de manière standard et de ce qu'on a en fait de manière spécialisée. Donc, ce que vous voyez en haut, c'est que si je prends une photo et que j'utilise des services d'intelligence artificielle génériques, je la dépose, je vais juste voir que je vais pouvoir remplir des propriétés, donc faire du remplissage automatique de propriétés, potentiellement derrière les classer. Donc, ça va m'éviter de faire un travail de remplissage et de tri. Et si je prends cette photo, je sais juste que c'est des habits pris en extérieur, que c'est des habits à la mode et qu'il y a du jean. Si je suis dans le secteur du retail et que je suis la société qui fait ces habits, ça ne m'apporte aucune valeur. Donc, moi, ce que j'ai besoin, c'est de l'information personnalisée. Donc, en l'occurrence, je veux savoir que cette personne, j'ai reconnu que c'est un mannequin qui s'appelle Anna. Et Anna, pourquoi c'est important de savoir qu'elle est dessus? Parce que ce n'est pas n'importe qui, c'est parce que derrière, on a un contrat. Et le contrat signifie un droit d'utilisation de l'image. Ce qui veut dire qu'on sait jusqu'à quand on peut utiliser l'image sur, par exemple, son site Internet, son site e-commerce. Et ça, justement, les bases de gestion de contenu ont tous les mécanismes nécessaires pour pouvoir gérer ces histoires de permission et de pouvoir d'éviter de se retrouver d'utiliser une image auquel on n'a pas le droit d'image, justement. On peut reconnaître le type de photo et on peut, à partir de cette photo, pouvoir retrouver des informations qui, moi, m'importent, c'est-à-dire les différents produits qui sont portés par cette personne. Donc là, on a travaillé sur de l'image.
Vous avez vu sur le scénario précédent, en fait, on avait pu récupérer le numéro de plaque automatiquement. Mais on travaille évidemment sur du document de manière standard. Si je dépose ce document de manière standard dans les modèles génériques, il va me dire que c'est un document standard, ça ressemble à un formulaire. Moi, mon formulaire, ça ne m'aide pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir quel est le type de rapport que ça concerne. Donc, il y a un type particulier qui est propre à moi. Quel est le département qui est responsable de gérer ce rapport? Donc, je peux l'identifier soit en faisant de la reconnaissance de caractère, soit simplement avec de l'intelligence artificielle, en reconnaissant que certains termes sont utilisés. Donc, c'est susceptible d'être traité par un département responsable. Quel est le public concerné? Et quelles sont les conclusions? Voilà, on pourra déjà préétablir une liste de conclusions pour des rapports. Et ces conclusions pourraient être suggérées ou deviner directement en analysant ce document. Donc ça, c'est des choses qui sont très importantes. Pour finir sur cette partie intelligence artificielle, les choses qui existent à l'heure actuelle, donc là, vous voyez un tableau de bord de ce qu'est la construction des différents modèles de suggestion. Donc, comment ça fonctionne? C'est apprendre par l'exemple, combiner des sources d'informations. Donc, en général, il n'y a pas une source d'information qui permet de prédire quelque chose. On en connecte plusieurs pour pouvoir les prédire. On fait des pré-entraînements. L'intelligence artificielle, ce n'est pas magique. Il faut avoir des lots pour pouvoir constituer en fait sa base d'apprentissage et construire par-dessus. Des choses qui évoluent. C'est quelque chose qui est vrai à tenter n'est pas forcément vrai à T+1. Donc, il faut quelque chose qui s'adapte, pouvoir faire plusieurs prédictions et donc arriver à ce genre de module. Et donc, pour terminer, pour que vous voyez un petit peu à quoi ça ressemble, j'avais une dernière vidéo et j'en terminerai avec ma présentation. Donc là, ce que vous voyez, c'est un Uxeo où là, je travaille dans le secteur de l'habillement, je stocke différents types de produits. Donc, vous voyez que j'ai des catégories, des sous-catégories, des usages. Et en fait, on va juste déposer ces images et en utilisant les mécanismes d'intelligence artificielle, on va pouvoir les enrichir automatiquement en construisant directement au sein de notre console d'intelligence artificielle les différents modèles qui sont pertinents. Donc là, vous voyez un modèle qui me dit, voilà la suggestion que j'ai faite pour ce genre de média, donc c'est produit, elle est de 94%. Je le sais qu'elle est à 94% parce que l'utilisateur valide à chaque fois la suggestion qui est effectuée et ne corrige pas les valeurs. Donc là, c'est pour vous montrer visuellement comment est-ce qu'on crée des modèles. Vous voyez que ça reste des choses très standards. Ce qui va être intéressant, c'est que maintenant, on fait intervenir les utilisateurs pour pouvoir affiner les prédictions faites par les modèles. Donc là, on veut construire un modèle pour identifier le type d'article. Est-ce que c'est un pantalon? Est-ce que c'est le short? Donc ça, c'est important parce que des fois, on peut avoir deux produits qui sont dessus et peut-être qu'il y en a un qu'on doit prendre en priorité. Donc, on fait intervenir l'utilisateur pour affiner ses prédictions. Et ensuite, quand on arrive, donc on peut ajuster les différents modèles de scoring. Est-ce que je remplis automatiquement suivant mon taux de confiance? Donc ça, c'est des choses que vous pouvez contrôler. Je vois les différentes performances. Et à la fin, ce qu'on arrive à voir, c'est que je dépose une photo. Et vous voyez ici, on peut suggérer, donc ça c'est une image que j'ai déposée, au niveau de l'article. Ici, je vois que c'est un article de type t-shirt. C'est un exemple très simple, avec une suggestion qui est très bonne. Donc on pourrait le faire remplir automatiquement ou demander à l'utilisateur de valider la suggestion. Et donc ça nous permet de pouvoir, derrière, pré-remplir, auto-classer, catégoriser, mettre les bonnes propriétés sur l'ensemble des documents. Je vous remercie de votre attention et je suis ouvert à vos questions.